Au dîner d'anniversaire de mon fils. Il a dit, « Tu ne fais que gêner. » Il était à peine 19 heures passées lorsqu'il a prononcé ces mots. Nous étions assis autour de la table que je l'avais aidé à choisir au magasin d'usine. Du chêne, pas du vrai chêne, mais assez solide pour tenir jusqu'à ses 20 ans, malgré un mariage de seconde main. L'assiette encore pleine. De la vapeur s'échappait des lasagnes que j'avais cuites cet après-midi-là. Il ne m'a pas regardé en disant cela. Il tendait la main vers le moulin à poivre. « Tu ne fais que gêner. » Il n'y avait pas une once d'hésitation dans sa voix. Juste de l'air traversant un fait. J'ai regardé les visages autour de la table. Sa femme, Marissa, mâchait trop vite. Leur plus jeune jouait avec une serviette. Le plus âgé fixait son téléphone sous la table. Personne ne leva les yeux. Personne ne parla. La phrase ne tomba pas comme une bombe. Posée. Lourde, plate, ordinaire. J'ai plié ma serviette lentement, l'ai posée à côté de mon verre d'eau intact et me suis levé. Ma chaise ne raclait même pas le sol. J'avais appris à me déplacer discrètement dans cette maison. « Je vais chercher mon manteau » dis-je. Pourtant, personne ne leva les yeux. Je longeai le couloir, passant devant les photos encadrées que j'avais moi-même accrochées. Son mariage, le premier bain du bébé. Marissa brandissant une pancarte « Vendue » devant cette même maison. J'avais versé l'acompte, mais mon nom ne figurait pas sur l'acte de vente. Dans le placard de devant, mon manteau était entassé derrière des sacs à dos et une pile d'écharpes dépareillées. Je l'ai sorti, j'ai brossé les peluches de la manche et je suis sorti. Il faisait plus froid que prévu. Je suis resté là un moment, manteau déboutonné, à regarder mon souffle s'élever. C'était la dernière fois qu'il me voyait. La chambre de motel sentait légèrement le nettoyant au citron et ce genre de désodorisant floral qui ne masque jamais vraiment la vieille moquette. J'avais déjà séjourné dans des endroits comme celui-ci, des années auparavant, lorsque James et moi traversions le pays en voiture juste après sa retraite. Mais c'était par plaisir. C'était différent. J'étais assise au bord du lit raide, manteau encore sur moi, sac à main sur les genoux. Le silence était pesant, comme une coquille qui se fendait dans ma poitrine. Le genre qu'on ne pleure pas. Le genre qu'on survit, tout simplement. Le radiateur sous la fenêtre grésillait comme j'avais du mal à me souvenir comment travailler. Ça ne me dérangeait pas. J'aimais le bruit. Je n'ai pas beaucoup dormi cette première nuit. Non pas par peur, mais parce que je n'arrêtais pas de le repenser. Ces mots à table. Tu ne fais que gêner. Quelle désinvolture. Comme si j'étais une lampe mal placée. Un risque de trébuchement à réarranger. En fermant les yeux, j'ai vu la main de Marissa sur son verre de vin, son alliance scintillant dans la lumière. J'ai vu les garçons regarder derrière moi, déjà lassés par l'occasion, et je me suis vue là, comme une invitée restée trop longtemps, pas une mère, pas même une personne, juste un excès. Le lendemain matin, je suis allée au restaurant Deux Pâtés de maison plus loin. Le ciel était pâle sous la lumière hivernale et le trottoir était saupoudré de sel et des restes gris de la neige de la semaine précédente. Mon manteau était boutonné jusqu'au cou. J'aimais le froid, ça me tenait en haleine. Le restaurant était silencieux. Un seul autre client, un homme en gilet réfléchissant, sirotant un café noir et une assiette d'œufs. J'ai pris une banquette dans un coin et commandé des flocons d'avoine, du pain grillé et du café. La serveuse, âgée d'accent grave peine 30 ans, m'a appelé Anne et m'a demandé si je voulais des raisins secs. Sa voix était douce, mais pas douce. Le genre de gentillesse qui n'attend rien en retour. Je suis resté assis là pendant plus d'une heure, remplissant ma tasse une fois, puis deux. La radio jouait une vieille chanson country que je ne connaissais pas, et la chaleur de la tasse était proche du réconfort. De retour dans la chambre, j'ai pris une longue douche. La pression de l'eau était faible, mais je suis resté sous l'eau jusqu'à ce que le miroir s'embue. J'ai utilisé la serviette blanche et rugueuse pour me sécher les cheveux, puis je me suis habillé lentement, une chaussette, puis l'autre, comme si je réapprenais à prendre soin de moi. J'ai posé mes affaires sur la petite table ronde près de la fenêtre. Mon téléphone presque déchargé. Mon portefeuille léger mais intact. Un bloc-notes que je gardais dans mon sac à main. Une petite pochette contenant du shampoing format voyage et un rouge à lèvres à moitié utilisé que je ne me souvenais pas avoir emporté. La boîte à chaussures que j'avais trimballée pendant des décennies gisait au fond de la pièce.
Ma valise se trouvait sous un cardigan plié et mes pantoufles de rechange. Je l'ai sortie en prenant soin de ne pas la renverser. Le carton était mou avec le temps, les coins arrondis. À l'intérieur, une pile de cartes de Joshua, à l'époque où il m'appelait encore « maman », quelques feuilles séchées que j'avais pressées sur notre vieil érable et l'enveloppe rouge. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une page pliée, froissée et jaunie, l'acte de propriété du chalet du lac aux Sornes. Mon nom seul sur le titre. Je n'avais pas revu cet endroit depuis presque 10 ans. Nous l'avions acheté quand Joshua était encore au collège. Juste un modeste cottage. 2 chambres, pas de chauffage central, mais James adorait cet endroit. Nous passions nos étés à pêcher et nos hivers à lire près du poêle à bois. Après la mort de James, je n'ai pas pu me résoudre à y retourner. Maintenant, je le voyais différemment, non pas comme un souvenir, mais comme une possibilité. J'ai passé mes doigts sur le nom, le mien, et quelque chose s'est installé en moi. Une résolution tranquille, pas de colère, pas de vengeance, juste un mouvement. Cet après-midi-là, je suis allé à la pharmacie du coin et j'ai acheté un chargeur pour mon téléphone, un paquet de crackers et une brosse à dents de voyage. La vendeuse m'a proposé une carte de fidélité. J'ai refusé. De retour dans la chambre, j'ai branché mon téléphone et parcouru mes contacts. La plupart étaient périmés. De vieux amis d'église, mon cousin James, qui avait déménagé en Floride, mais en bas de la liste se trouvait un nom que je n'avais pas touché depuis des années. Bernice Holloway, mon ancienne voisine, veuve, notaire à la retraite. J'ai hésité, puis j'ai appelé Linda. Sa voix s'est brisée lorsqu'elle m'a reconnu. Bon sang, ça fait des années. Nous avons discuté pendant 20 minutes. Je n'ai pas tout expliqué, juste assez. J'ai besoin de quelqu'un pour vérifier quelques documents. Doucement, Bernice n'a pas demandé pourquoi. Elle a juste dit « Passez mardi. Je mettrai la bouilloire en marche. » Ce soir-là, je suis allé à l'épicerie du coin et j'ai acheté de la soupe instantanée, une cuillère en plastique et un petit bloc-notes. J'ai noté tout ce dont je me souvenais. Les habitudes bancaires de Joshua, les comptes partagés, le prêt que j'avais cosigné pour son entreprise. J'ai dressé la liste des biens que je détenais encore discrètement. Une modeste pension, l'assurance vie de James, le titre de propriété du chalet, puis j'en ai dressé une deuxième liste. Les choses qu'ils avaient prises au fil des ans sans me demander, celles que j'avais données et celles qu'ils attendaient. En dessous, j'ai écrit « Je ne disparaîtrai pas discrètement. Je ne serai pas effacé. J'existe toujours. » Le chauffage s'est remis en marche. Le rideau s'est légèrement soulevé avec le courant d'air. Dehors, le vent s'était levé, agitant les branches nues des arbres comme des os. J'ai éteint la lumière et me suis allongé. J'ai bien dormi. J'ai quitté le motel juste après le lever du soleil. L'air était de ce froid métallique et âcre qui persiste au début du printemps, celui qui vous donne une sensation de lourdeur. J'ai mis mon beau manteau, celui avec la poche intérieure profonde. Et dans cette poche, je transportais 3 choses, une feuille de papier pliée avec une liste de choses à faire, un petit stylo bleu et l'enveloppe rouge qui contenait l'acte de propriété. Le premier arrêt fut le bureau du greffier du comté. J'ai pris le bus pour éviter d'attirer l'attention. Il était presque vide, juste un homme d'un certain âge avec une casquette usée et une femme avec des sacs de courses empilés à ses pieds. Assis au fond, je regardais la ville défiler. Magasin d'alcool, magasin de pneus, trottoirs défoncés, autant d'endroits devant lesquels je passais ma voiture sans réfléchir. Maintenant, je remarquais tout. Le bureau lui-même n'avait pas changé. Même mur gris, même odeur de poussière et de café rassis. J'ai attendu mon tour, pris un numéro et me suis assis, le dossier sur les genoux. Lorsqu'on m'a appelé, j'ai demandé une copie de l'acte de propriété de la maison au bord du lac. La femme derrière la vitre l'a imprimé sans commentaire. Elle a fait glisser les pages vers moi, et j'ai vu mon nom, clair, centré, définitif. Ni son nom, ni celui de mon fils, juste le mien. De retour au motel, j'ai tout étalé sur la table sous la fenêtre. L'acte, un bloc-notes jaune, les vieux papiers d'assurance que j'avais cachés derrière mon passeport. J'ai fait le point sur ce qui m'appartenait encore, une maison, une modeste pension, le petit capital que James m'avait laissé à son décès, toujours intact sur un compte épargne dont personne d'autre ne connaissait l'existence.
J'ai tout répertorié sur le bloc-notes, ligne par ligne. Sur la deuxième page, j'ai noté ce qu'ils avaient contracté, des prêts jamais remboursés, du temps non reconnu, du travail présenté comme une obligation. J'ai tracé une ligne entre les deux listes. Je n'ai identifié aucun des deux côtés. Je les ai simplement longuement regardés. Le lendemain, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire. J'ai choisi une coopérative de crédit à l'autre bout de la ville, une coopérative qu'aucun d'eux n'utilisait. Le caissier était poli, posait les questions d'usage, d'une voix posée. J'ai refusé la carte de débit, demandé des relevés papier et donné ma nouvelle adresse de boîte postale. En sortant, je n'ai ressenti aucun triomphe, juste une clarté. C'était une ligne claire que j'avais tracée, une ligne qu'il ne verrait que bien plus tard. Je suis ensuite allé à la poste et j'ai installé la boîte en moins de 10 minutes. Le caissier m'a donné une clé et une petite liasse de bons de changement d'adresse. Je ne les ai pas remplis. Je ne voulais prévenir personne. Cet après-midi-là, je suis retourné à la bibliothèque publique. J'avais toujours adoré les bibliothèques. Leur silence, la possibilité de s'asseoir sans qu'on me pose de questions. J'ai utilisé un des ordinateurs du fond et j'ai imprimé des plans de zonage, des relevés d'impôts fonciers, les détails des services publics de la maison au bord du lac. J'ai imprimé lentement, lisant chaque page, prenant des notes dans les marges. J'ai apporté ma propre chemise pour les rangers. En partant, j'ai emprunté 2 livres, un roman et un livre sur les réparations de base à la maison. Cela faisait des années que je ne m'autorisais plus à lire pour le plaisir. Ce soir-là, au motel, j'ai fait bouillir de l'eau pour le thé et j'ai étalé les documents sur le lit. J'ai contemplé ce que j'avais construit en silence, à l'ombre de tout ce qu'ils pensaient que j'avais oublié. En vérité, je me souvenais de tout. Chaque retrait, chaque indifférence, chaque fois qu'on m'a dit d'être reconnaissant d'être inclus. J'avais laissé faire parce que c'était plus facile que de tout recommencer. Mais je n'avais plus peur de ça. J'ai appelé Bernice, mon ancienne voisine, celle qui m'apportait des tomates de son jardin. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un notaire. Je ne lui ai pas donné les détails. Elle ne m'a rien demandé. Elle m'a dit que je pouvais passer le lendemain après-midi. Le lendemain matin, j'ai rassemblé tous les documents portant mon nom. Acte notarié, relevé de pension, ancienne police d'assurance vie, même le certificat de décès de James. Je les ai classés par date et les ai rangés dans un classeur acheté au magasin à $1. Je l'ai étiqueté « privé », juste ça, sans dramatisation, sans colère, juste une limite à l'encre noire. À la table de la cuisine de Bernice, nous avons signé les pages nécessaires. J'ai apporté mon propre stylo. Elle m'a proposé un café, mais j'ai refusé. Je ne voulais pas m'asseoir et discuter. Je voulais juste que le travail soit fait. Je suis reparti avec tout notarié, chaque copie tamponnée. Elle m'a regardé descendre les marches, mais elle ne m'a pas fait signe de la main. Dans le bus du retour, j'ai regardé le ciel gris par la fenêtre. Je ne retournerai pas. Ni dans cette maison, ni dans ce rouleau. Je m'étais toujours dit que je partirais quand ce serait assez grave. Le bruit n'était pas devenu plus fort. Il était juste devenu plus vide. Et enfin, j'étais prête à écouter ce vide. Ce soir-là, j'ai pris l'enveloppe rouge et l'ai posée sur le classeur. Je me suis assise au bord du lit, j'ai éteint la lumière et j'ai attendu dans le noir. Non pas que quoi que ce soit arrive, mais juste pour ressentir le calme. Je n'avais plus peur du noir. Plus maintenant. Le matin, je suis parti pour de bon. Je n'ai rien dit à personne. J'ai plié la fine couverture de la chambre de motel en carré, laissé la clé sur la table et suis parti sans me retourner. Tout ce dont j'avais besoin tenait dans 2 sacs, une valise à roulettes et un sac fourre-tout en toile souple. J'avais déjà envoyé le classeur à ma nouvelle boîte postale, et j'avais emporté le reste avec moi. L'acte, les formulaires bancaires, les documents de fiducie et la lettre que James m'avait écrite des années auparavant, lorsqu'il était tombé malade. Son écriture était petite mais ferme. Je n'avais pas besoin de la lire. J'avais juste besoin de savoir qu'elle était avec moi. J'ai loué une voiture et je suis allé au lac. J'ai pris la vieille route, pas l'autoroute. Elle serpentait à travers des terres agricoles paisibles, passant devant des silos et des stations-service aux volets fermés, des lieux que le temps avait touchés sans les effacer. C'était familier, comme enfiler un manteau qui se souvenait encore de la forme de vos épaules. Le vent s'adoucissait à mesure que je m'approchais.
J'ouvris la fenêtre, le laissai traverser la voiture. Son bruit m'envahit plus que n'importe quelle conversation depuis des années. La maison apparut juste après le dernier virage, nichée entre deux pins, comme si elle attendait. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs. Les volets étaient penchés de travers et le chemin était envahi d'herbes cassantes et de feuilles mortes. Mais le toit était solide. Les fenêtres captaient encore la lumière. J'ouvris la porte. L'air intérieur était immobile et sec, avec ce léger parfum de cèdre et de vieux linge. La poussière flottait dans la lumière, preuve discrète du temps où elle était restée intacte. Je ne bougeais pas vite. Je déposai mes sacs près de la porte et parcourus chaque pièce, touchant les coins, écoutant le bois se tordre sous mes pas. Rien n'avait changé, et tout avait changé. Je le sentais dans mes mains. J'ouvris les fenêtres et balayai le sol. J'ôtai la vieille couette du lit et la secouai sur la véranda. Je trouvai un bocal de riz dans le garde-manger et le fis bouillir lentement. Même si je n'avais pas faim, j'avais besoin de l'odeur, du rythme, de me réconcilier. Cette première nuit, je dormis profondément. Pas de circulation dehors, pas de pas au-dessus de ma tête, pas de voix, juste le vent dans les arbres et le doux grincement des vieilles planches qui se souvenaient de leur forme. Je me réveillai une fois au chant d'un hibou. Je n'allumai pas la lumière. Je restai simplement allongé, immobile, à écouter. Les jours suivants, je me suis réapproprié cet espace. Je frottai l'évier jusqu'à ce qu'il brille. Je lavai les rideaux. J'empilai du petit bois près du poêle, vérifiai la cheminée, nettoyai. Je dressai une liste de petites réparations, clous de gouttière, charnière de placard, une fissure dans la marche du porche. Rien d'urgent, rien qui m'effrayât. Je commençais chaque matinée par un thé et une promenade au bord du lac. L'eau était encore partiellement gelée, une fine couche de glace scintillant au soleil, mais par endroits elle commençait à craquer et à céder. Je restai là pendant des minutes, respirant, sans penser, simplement à être. J'arrêtai de consulter mon téléphone. De toute façon, il était devenu silencieux. Le dernier appel provenait d'un numéro que je ne connaissais pas. Pas de message. Je l'éteignis et le rangeai dans le tiroir avec les vieux tournevis et la petite monnaie. S'il me voulait maintenant, il faudrait qu'il trouve un autre moyen. Il ne me manquait pas. Cela me surprit. Je pensais que le chagrin, la colère ou une longue douleur me suivraient de pièce en pièce, mais au lieu de cela, il n'y avait que le silence. Et dans ce silence, je commençai à me retrouver. Je lisais lentement, sans distraction. Je faisais des œufs à la coque au petit déjeuner et prenais le temps de les peler. L'après-midi, je m'asseyais sur la véranda, enveloppé dans une couverture, à regarder la lumière changer à travers les arbres. Le silence n'était pas vide. Il était plein de petites vérités. J'accrochais un calendrier au mur et ne le remplissais pas d'anniversaire ou de rendez-vous. Je marquais les jours où je me sentais complète. Un petit point pour chacun. La première semaine, il n'y en avait que 2. La deuxième, 4. À la fin du mois, les points étaient plus nombreux que les jours blancs que j'écrivais. Ni des lettres, ni des histoires. Juste des phrases isolées qui me venaient dans le silence. Je ne suis pas ce qu'elles ont laissé derrière elles. La paix n'est pas la solitude. J'apprends à respirer là où personne ne m'interrompt. Je les ai conservées dans un carnet à couverture verte et sans titre. J'ai planté des bulbes de jonquilles près du perron. Il était encore tôt et le sol était dur par endroits, mais j'ai travaillé lentement avec un triel, réchauffant la terre avec mes mains. Elle ne fleurirait pas cette année. Là n'était pas le but. Je voulais juste redonner quelque chose à la terre, quelque chose qui pousserait le moment venu. En ville, j'ai trouvé une petite épicerie. La vendeuse au comptoir ne m'a pas demandé mon nom. Elle a sonné ma fleur et mes pommes et m'a dit « À la prochaine », comme si j'avais toujours été là. Il a hoché la tête. C'était suffisant. Je n'avais pas encore ri, pas à haute voix. Mais il y a eu un moment où j'ai laissé tomber un plat et, au lieu de broncher, je l'ai regardé rouler sous la table en souriant. Personne n'a crié. Personne n'a soupiré. Ce n'était qu'un plat. Juste un instant. Et cela a passé comme tout le reste. Un après-midi, j'ai trouvé une vieille photo dans le tiroir à côté de la cuisinière. James tenant notre fils au bord du lac. Tous deux plissant les yeux face au soleil. Je l'ai regardé longuement. Puis je l'ai posé sur le rebord de la fenêtre, non pas pour pleurer,
mais pour me rappeler que j'avais été aimé inconditionnellement. Ce n'était pas une victoire. Ce n'était pas une vengeance. C'était quelque chose de plus calme, de plus fort, un retour. Non pas à ce qui était, mais à celle que j'avais toujours été sous le bruit. Je ne savais pas ce qui allait suivre. Mais pour la première fois depuis des années, je n'avais pas peur de l'inconnu. Je l'ai accueilli parce que je l'avais choisi. Parce que j'étais libre? Tout a commencé par un message de Joshua 2 semaines après mon départ. Pas de salutation, pas de nom, juste ces mots. Ça va? Le numéro m'était familier, même s'il n'était pas enregistré dans mon nouveau téléphone. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, un deuxième SMS est arrivé. On ne savait pas que tu partais. Tu peux nous appeler? Celui-ci avait un nom associé au sien, mais pas une seule fois, il n'était écrit « Maman ». Juste nous. Comme si je faisais partie de quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. J'ai éteint le téléphone et l'ai rangé dans le tiroir avec les autres. Je l'avais laissé allumé uniquement au cas où il y aurait une suite judiciaire. Il n'y en avait pas de leur part. Ils n'avaient pas remarqué mon absence assez vite pour créer des problèmes. Juste assez vite pour en ressentir la gêne. La première lettre est arrivée une semaine plus tard. Elle était de Marissa. Son écriture était serrée et penchée, écrite sur du papier épais aux bordures dorées. Je l'avais reconnue grâce au lot que je lui avais offert à Noël. Je doute qu'elle s'en souvienne. Elle avait écrit que les enfants me manquaient, qu'ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais pris de la place. Qu'ils espéraient que je reviendrais une fois les choses arrangées. Elle avait écrit que la famille était compliquée et que le pardon était important. Elle n'a pas parlé de ce dîner d'anniversaire. Elle n'a pas parlé de l'assiette qu'elle n'avait pas préparée 3 soirs avant mon départ. Elle n'a pas parlé de sa voix, crispée par la désapprobation, demandant à Joshua de me parler. Je l'ai lu une fois et l'ai replié dans l'enveloppe. Je l'ai glissé dans une boîte à chaussures que j'avais réutilisée pour ce genre de choses. J'ai noté la date au dos au crayon, juste pour garder une trace. Au cours des semaines suivantes, les messages se sont multipliés. Ma cousine Sally m'a envoyé un courriel pour me demander si j'avais déménagé pour raison de santé. Elle avait entendu dire que j'étais en vacances. Une femme de l'église m'a écrit pour me dire que ça lui manquait et qu'elle espérait que je trouvais la paix. Une jeune femme que j'avais encadrée au club de jardinage m'a envoyé un message sur Facebook. Tout va bien, Madame M. Je les ai tous ignorés. Un mois plus tard, Joshua a laissé un message vocal. Sa voix était fatiguée, comme s'il avait répété la conversation décontractée et l'avait oubliée à mi-chemin. Il a dit que les garçons avaient demandé de mes nouvelles. Il a dit que Marissa essayait. Il a dit qu'on pourrait peut-être se parler bientôt. Sa voix s'est brisée à la fin. Pas avec émotion, mais avec cet apitoiement familier. Le son de quelqu'un qui regrette d'être mal à l'aise. Pas d'avoir causé de la douleur. Je l'ai écouté 2 fois. Puis je l'ai supprimé. Après ça, ils ont commencé à s'intensifier. Je sentais le changement, non pas de ton, mais de fréquence. Ils n'étaient pas habitués au silence. Ils n'étaient pas habitués à être déconcentrés. Joshua a appelé 3 fois en une journée. Un matin, j'ai vérifié la boîte postale et j'ai trouvé 5 enveloppes, toutes de leur code postal. Une de chacun d'eux et une de l'école. Probablement un bulletin d'information sur les progrès des enfants. Je n'en ai ouvert aucune. J'ai brûlé celle de l'école dans le foyer derrière la maison. J'ai attaché le reste avec une ficelle et je l'ai mis dans la boîte à chaussures. Ils ne savaient pas où j'étais. Je m'en étais assuré. Le titre de propriété avait toujours indiqué l'adresse du lac comme colis légal, mais pas comme adresse postale. Je ne l'ai jamais partagé. Il n'y avait aucun droit, et ils n'ont jamais pris la peine de me le demander tant que j'étais encore dans les parages. Il n'y a pas eu d'excuses, pas de vrai, seulement des suggestions, des insinuations selon lesquelles le temps avait passé, que les sentiments étaient compliqués, que j'avais mal compris quelque chose. Ils espéraient que je m'adoucisse. Ils espéraient que la distance affaiblirait ma mémoire. Mais la distance avait eu l'effet inverse, aiguiser les choses. Je me souvenais de la semaine passée dans leur chambre d'amis après ma chute. Comment ils m'avaient dit de rester hors du salon pendant les moments en famille. Comment Marissa m'avait demandé de plier le linge au sous-sol pour que les enfants ne trébuchent pas sur moi. Je me souvenais du sandwich sec laissé pour moi sur le comptoir. Pas de mots, pas de serviette. Je me souviens de Joshua disant « Il fallait que j'arrête de m'accrocher aux vieilles habitudes. »
Il ne s'en souvenait plus. Il ne l'avait jamais vu. En mai, le ton de leur message avait encore changé. Ordre, moins d'espoir. Une pointe de panique régnait désormais. Un courriel de Joshua disait simplement « On ne sait pas quoi dire aux garçons ». Comme si j'étais devenu une histoire à expliquer. Comme si mon absence avait besoin d'être racontée. Je n'étais plus leur fardeau. J'étais désormais leur silence. Je n'avais jamais eu l'intention de disparaître. J'avais simplement choisi de ne plus être effacé. Ils avaient confondu endurance et consentement. Et quand je suis finalement parti, ils ont pris ça pour une trahison. Mais je n'avais trahi personne. Je m'étais honoré. Le chalet est devenu plus calme à mesure que la saison s'est installée. Les jonquilles ont fleuri. J'ai ajouté de la ciboulette au pot de la fenêtre. L'employé de l'épicerie a commencé à se souvenir de mon nom. J'ai rendu des livres à la bibliothèque et en ai emprunté de nouveaux. Personne n'attendait rien de moi. Et dans cet espace, j'ai commencé à comprendre qui j'étais avant que les attentes ne me définissent. Elles continuaient à m'atteindre. Je continuais à ne pas répondre, non par cruauté, non par orgueil, mais parce que la femme qu'ils avaient ignorée était partie, et que celle qui restait ne leur devait rien. C'était fin juin lorsqu'il est arrivé. J'ai entendu la voiture avant de la voir. Des pneus sur le gravier, un vrombissement de moteur bas, le genre de ceux qu'on n'a pas chez les habitants du coin. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine sans bouger le rideau, une berline blanche, non louée, mais empruntée. Et puis je l'ai vu, mon petit-fils, l'aîné, le même, affalé sur les épaules. Ses cheveux plus longs qu'avant. Il sortit lentement, quelque chose sous le bras. Je ne suis pas allé à la porte. J'ai attendu. Il frappa une fois, puis une autre, doucement, sans impatience. J'ouvris au troisième coup. Il leva les yeux. Ses yeux étaient fatigués. Il n'y avait pas de sourire. Juste ce regard large et calme de quelqu'un qui ne sait pas s'il sera bien accueilli. Je reculai. Il entra sans un mot. Nous nous installâmes à la table près de la fenêtre. Je ne lui demandai pas pourquoi il était venu. Je ne lui demandai pas comment il m'avait trouvé. Je ne lui proposai pas de thé. Il ne demanda rien. Au bout d'un moment, il posa l'enveloppe qu'il portait sur la table. Elle était épaisse, cachetée, et mon nom était inscrit au crayon. L'écriture était celle de son père. Je n'y touchai pas. Il dit qu'il ne savait pas qu'il était là, que sa mère pensait que j'étais parti pour les punir, que son père ne parlait plus de moi, que la maison était plus froide, que les garçons, son petit frère surtout, avaient commencé à me demander si j'étais morte. Je l'ai regardé alors, sans dureté, juste assez longtemps pour qu'il sache que je l'entendais. Il a dit qu'il voulait savoir si je les détestais. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé le pin par la fenêtre, celui que James et moi avions planté au lac au printemps. Il était devenu plus haut que le toit. Puis j'ai dit non. Je ne détestais personne. Il m'a demandé si je reviendrais un jour. Je lui ai répondu non. J'ai dit que certains endroits qu'on quitte ne sont plus accessibles. Que ce n'est pas une question de distance. C'est la façon dont le silence s'installe autour d'une personne jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Je l'ai dit doucement. Je n'ai pas cherché à l'adoucir, mais je ne l'ai pas rendu cruel non plus. Il est resté là un moment, puis a dit qu'il ne me blâmait pas. Il paraissait plus vieux qu'il n'en avait le droit. Ça arrive quand on grandit entre des gens qui ne voient pas leurs propres blessures. Je lui ai dit que je ne voulais pas qu'il soit pris entre deux feux, que ce qui s'était passé ne lui appartenait pas, que je ne lui en voulais jamais. Il hocha la tête, mais je le voyais à sa posture, à la façon dont la culpabilité s'était installée dans son dos. Il ne savait pas comment s'en débarrasser. Il me demanda comment s'étaient passées ses études. Un haussement d'épaule me dit qu'il prendrait probablement une année sabbatique. Je n'insistai pas. Je ne lui donnai aucun conseil. Il ne venait pas pour recevoir des instructions. Il regarda la cuisine, les fenêtres ouvertes, la cuisinière propre, la pile de livres près de la porte. Il dit que l'endroit était calme. Je dis que oui. Il me regarda attentivement et me dit qu'il comprenait maintenant pourquoi j'étais parti. Il ne demanda pas pardon. Il ne parla pas au nom de ses parents. Il ne chercha pas d'excuses. C'était tout ce que je souhaitais, vraiment, que quelqu'un vienne sans script, tel qu'il était. Je l'ai accompagné jusqu'au porche. Le pin projetait une longue ombre sur l'herbe. Il a hésité sur la plus haute marche, puis s'est retourné et a dit « Ça va ». J'ai répondu « Oui ».
Il est resté là un moment, comme s'il voulait ajouter quelque chose, mais il ne l'a pas fait. Il a hoché la tête, s'est retourné et s'est dirigé vers la voiture. Il n'a pas regardé en arrière en démarrant. L'enveloppe était toujours sur la table. Je l'ai ramassée, je suis sorti et je me suis assise sur le porche. Je l'ai tenue quelques minutes, sentant son poids. Puis je l'ai ouverte. Une longue lettre. L'écriture de mon fils, serrée et nerveuse. Il parlait de confusion, de pression, du fait qu'il ne pensait pas ce qu'il disait. Il parlait de la maison, des garçons, de la distance entre nous. Il n'a jamais écrit « Je suis désolé ». Pas une seule fois. Je l'ai replié, glissé dans l'enveloppe et déposé dans la même boîte que les autres. Puis je me suis assis là, à regarder les ombres se déplacer sur le sol. La brise agitait les branches. La lumière changeait. Je n'éprouvais aucun triomphe. Je ne me sentais pas blessé, je me sentais entier, non pas parce que quelqu'un était venu, mais parce que je n'en avais pas eu besoin. Le lac est immobile la plupart des matins. Je m'assois près de la fenêtre avec du thé, regardant la lumière monter lentement. Le silence ici me retient. Il ne me pousse pas à sortir. J'ai fait de cet endroit le mien. Je plante des herbes, je frotte les sols, je raccommode les rideaux à la main. Mon agenda n'a aucun plan, seulement des repères pour des choses tranquilles. Une promenade, un moment de rire, une respiration lente. Les lettres arrivent encore, ouvertes peu nombreuses, elles ne piquent plus. Ce qui faisait mal, c'était l'espoir. Certains soirs, je m'assois sur le quai, les pieds dans l'eau froide, et je me souviens de James, de sa stabilité, de son calme. Gardez cela à l'esprit maintenant. Les gens en ville me connaissent par le rythme, pas par l'histoire. Ça suffit. Gardez mes archives dans un tiroir. Ma vie est en ordre, non pour les autres, mais pour moi. Je ne partage pas ça par vengeance. Je la partage pour que quelqu'un d'autre puisse reconnaître son propre silence, sa propre valeur. Tu n'es pas trop tard. Tu n'es pas trop vieux. Tu peux recommencer. Chaque soir, j'allume une bougie. Non pas pour l'espoir, juste pour la lumière. Celle que je me fais. Et j'y vis maintenant pleinement, tranquillement.